Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, quand la Covid a infesté la France, nous avions tout à craindre de cette nouvelle épreuve s'abattant sur un pays en convalescence. Une croissance qui monte et un chômage qui baisse n'avaient pas vaincu la défiance d'un peuple traversé par les crises sociales et morales qui rongent toutes les démocraties modernes, divisé par des réflexes de repli sur soi et leur expression parfois violente. Et pourtant, le pays s'est retrouvé et il a résisté. La France a fait face. La première ligne qui a soigné a fait face. Que gratitude publique, pérenne et budgétaire leur soit adressée. Merci à nos soignants. La deuxième ligne qui a travaillé a fait face. La troisième, civiquement confinée, a fait face. Et l'État a fait face. Nos remerciements et nos applaudissements doivent aussi aller à nos services publics, à nos élus locaux, aux parlementaires qui ont assuré la continuité démocratique et au gouvernement d'Édouard Philippe qui a géré cette crise. Et à vous, Monsieur le Premier ministre, qui aviez la charge du déconfinement et qui l'avez réussi. Dans un délicat mélange d'autorité et d'humanité, d'accent et d'accent tonique, au moment où vous passez de responsable du déconfinement à chef du gouvernement, nous tenions à vous en remercier également. C'est ce pays qui fait face, même s'il est divers et parfois querelleur, même s'il aime tant se dénigrer, c'est ce pays qui resserre ses liens devant l'épreuve dont nous avons besoin pour affronter les nouvelles épreuves qui viennent. Pour cela, nous devons rappeler la raison d'être en société, ce que nous nous apportons les uns aux autres, ce que nous nous devons, ce que nous attendons du gouvernement, Monsieur le Premier ministre. C'est l'autorité pour lutter contre les divisions, c'est l'efficacité dans l'application des décisions, c'est de réunir le pays autour de ce que les Français ont à partager en société. Et nous avons tant à partager, partager la richesse, partager les pouvoirs, partager les ressources, partager la représentation politique. Nous avons d'abord sauvegardé l'économie. Nous avons su protéger les salariés, les indépendants et les entreprises mieux que la plupart des autres pays. Ce qui est devant nous désormais, c'est la relance. La prolongation d'un système d'activité partielle, l'effacement des charges sociales et fiscales de certains secteurs d'activité, l'intégration des prêts en quasi-fonds propres, le soutien à l'activité par la commande publique nationale et locale sont de puissants leviers dont nous soutiendrons la mise en œuvre. Mais je voudrais souligner 3 des propositions que vous avez formulées tout à l'heure. D'abord, les solutions ne pourront pas être uniques et générales, quel que soit le secteur d'activité et le territoire. Au contraire, cette relance sera réussie si elle est définie par branche et au plus près des réalités. Dans ce cas, le rôle des fédérations professionnelles, des partenaires sociaux, des élus locaux et des parlementaires qui ont travaillé d'arrache-pied pendant la crise auprès des entreprises sera majeur. Il faut territorialiser l'action pour en démultiplier les effets. Que ce soit en métropole ou en outre-mer, je pense à nos compatriotes d'outre-mer sur leur territoire et aux ultramarins qui travaillent et qui étudient en métropole. Ensuite, nous devons une priorité à la génération qui entre sur le marché du travail à partir de septembre. Ce sont les bébés de l'an 2000. Rappelons-nous, mes chers collègues, qu'au tournant du siècle, la France avait fait beaucoup d'enfants et qu'aujourd'hui, ces enfants ont 20 ans et cherchent un emploi. Nous leur devons d'investir massivement dans les contrats d'apprentissage, dans la formation professionnelle, dans la réduction des charges pour le premier emploi. Cette génération nous demande souvent à quoi sert l'État, à quoi sert la politique au fond. Eh bien à ça, à répondre présent en les accompagnant quand ils traversent une difficulté, a fortiori quand ils n'y sont plus rien. C'est ça la France, celle de l'égalité des chances et celle des nouvelles chances. Et pour cette génération, la France devra être encore plus la France, car une famille s'occupe d'abord des moins chanceux de la famille. Enfin, il faut de la justice dans le partage de la richesse. Il faut organiser un meilleur partage de la richesse entre le capital et le travail, à travers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la généralisation de la participation et de l'intéressement. Nous devons assurer aux Français qu'à chaque point de croissance ou de productivité retrouvé, leur travail sera équitablement reconnu. Décidons ici que la bonne répartition d'un bénéfice, c'est 1/3 pour le salarié, 1/3 pour l'actionnaire, 1/3 pour l'investissement, prioritairement écologique dans l'entreprise. Bien sûr, on en définira les règles d'application avec les branches, avec les partenaires sociaux, mais quelle ambition ce serait, quel signal pour le pays. Tenons la promesse que celui qui fait ne peut pas valoir moins que celui qui a, même s'il accepte de risquer ce qu'il a. L'entreprise est le premier acteur de la transition écologique. Il faut que le travail, le capital et l'avenir soient considérés à part égale dans la richesse créée. Et au sortir de cette crise,
La France pourra proposer au monde un nouveau modèle, un capitalisme à visage humain, après l'économie sociale de marché à l'allemande, une écologie sociale de marché à la française. Partage de la richesse, mais aussi partage des pouvoirs, notamment avec les collectivités locales. Attention, en matière de décentralisation, il faut des actes, mais pas de nouveaux actes. Changer les règles trop souvent donne plus sûrement la migraine aux élus locaux que de l'efficience à l'action publique. Veillons plutôt à ce que dans chaque territoire, les élus s'accordent sur des transferts de compétences et sur leur répartition entre leurs différentes collectivités. Et acceptons que, selon les territoires, cette libre organisation des pouvoirs puisse être différente, comme le président Ferrand l'a écrit dans un récent recueil de lieux pas si communs. C'est l'objet de la loi organique que vous avez annoncée tout à l'heure, qui permettra la différenciation territoriale, et de la loi 3D de Jacqueline Gouraud, décentralisation, déconcentration, différenciation. Il y a même un 4e D, qui serait la condition des 3 premiers, le dialogue. Que les collectivités se parlent, elles ne le font pas assez, pour décider quel est l'échelon le plus pertinent pour agir efficacement, plutôt que tout le monde se marche sur les pieds et intervienne partout, avec des formulaires variables et des critères parfois contradictoires. Les élus locaux, les acteurs de terrain, ont une indigestion de millefeuilles. L'ancien maire de Prades doit bien voir ce que l'ancien maire de l'Aravoir veut dire. Repensons la fiscalité locale pour baisser, cher président Abad, qui va nous rejoindre, les impôts de production. Je sais les collectivités locales très attachées à leur liberté fiscale, mais il faut choisir. Si on veut la relocalisation industrielle, ou tout simplement l'investissement industriel, convenons que CVAE, CFE et C3S sont des obstacles parfois rédhibitoires. L'État a baissé l'impôt société. Et je suis sûr que dans les temps que nous traversons, les collectivités peuvent accepter de se mettre autour de la table pour repenser ces impôts locaux qui pèsent 2 fois plus lourd que l'impôt société. Alors j'ai constaté, en entendant le président Abad tout à l'heure, que les Républicains étaient désormais d'accord. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour parler un peu comme lui, si vous meniez une politique de droite, il y a 2 mois, vous auriez combattu l'idée de baisser les impôts de production. Désormais, vous seriez d'accord pour finalement les baisser. Les Républicains sont finalement les plus grands en même temps pistes de la vie politique française. Restez à la tête d'un gouvernement de dépassement et oublions ces débats stériles entre la droite et la gauche. Enfin, bâtissons les prochains contrats de plan État-région sur des objectifs de développement durable. Votés au Parlement et dans les assemblées locales, j'insiste, dans les assemblées locales et au Parlement, car les parlementaires ne sont plus élus locaux, mais ils sont souvent des facilitateurs et des arbitres impartiaux lorsque c'est nécessaire. Ces contrats incluront obligatoirement des stratégies de transition énergétique et de ménagement du territoire. Zéro artificialisation nette, préservation des espaces, mixité des usages, préservation de l'agriculture périurbaine, protection de la ressource en eau, stratégie pour l'air extérieur et intérieur. C'est aussi et surtout par l'action locale que nous réussirons la transition écologique. Et justement, avec le partage de la richesse et du pouvoir, partageons aussi les ressources. J'ai déjà formulé des propositions concrètes auparavant sur la transition écologique, tant ce sujet est transverse. Mais il semble nécessaire que nous portions aussi un débat sur le fond, sur la compatibilité ou non de l'écologie avec la croissance. Nous croyons au progrès, qui est une aspiration si profondément humaine que nous avons, je crois, le devoir d'être toujours dans son camp. Nous avons essayé la décroissance récemment, ça s'appelait le confinement. L'État a dû supporter les salaires, prêter de l'argent aux entreprises et le chômage qui était au plus bas remonte dangereusement. Pour autant, le progrès fabriqué par nos pères sur des critères exclusivement financiers éventre la planète et ne rend pas, au fond, les sociétés plus heureuses. Nous devons inventer un progrès différemment évalué, où la trace sur les ressources est décomptée, où le carbone a un prix et où les émissions de gaz à effet de serre sont un violent collectif à la baisse. Mais pensons une écologie qui construise sans ostraciser. Lançons une transition énergétique qui privilégie massivement le renouvelable, mais n'ostracise pas le nucléaire ou les barrages hydroélectriques, sans rien ignorer de leurs coûts à long terme. Décrétons que les villes doivent être respirables, mais n'ostracisons pas la reconstruction de la ville sur la ville, ni la densité si elle est végétalisée, sinon nous ne parviendrons jamais au zéro artificialisation nette, sauf à décréter qu'il faut faire moins d'enfants, mais je ne me résoudrai jamais à dire à mes enfants qu'ils ne devront pas faire d'enfants. Déclarons la guerre à la pollution, mais alors n'ostracisons pas les ouvrages comme le canal Seine-Nord ou comme le Lyon-Turin dans sa dimension de fret ferroviaire,
qui seuls nous permettront de réduire le nombre de camions qui saturent nos villes et nos vallées. Construisons ensemble un écolo-optimisme plutôt qu'un écolo-ostracisme, fondé sur des victoires de tous les jours plutôt qu'une intransigeance sans conséquence. Je sais que c'est ce que va faire ce gouvernement, que c'est ce dont nous avons besoin. Seul le soleil ou la mort ne se regardent pas en face. L'écologie, on peut, si on le fait ensemble. Pour terminer, je crois aussi que nous devons partager la représentation politique. Nous avons besoin de revitaliser la démocratie. Et l'abstention municipale n'est pas due qu'au Covid. Nous vivons une profonde crise de la représentation. Les Français pensent que leur bulletin de vote ne sert à rien, ou au mieux qu'ils signent un chèque en blanc à des élus qui ne les associeront guère à la décision. Pour revitaliser la démocratie représentative, sans laquelle c'est la rue, les réseaux sociaux, les lobbies ou les minorités agissantes qui décident à notre place, nous avons besoin de démocratie participative et de démocratie délibérative. Je suis d'ailleurs heureux de retrouver dans les attributions du ministre des Relations avec le Parlement la participation citoyenne, car outre le fait que le mouvement démocrate, mais pas seulement, apprécie que ce soit Marc Fesneau qui ait cette charge, nous pensons que la démocratie parlementaire et participation citoyenne vont de pair. Toutefois, mes chers collègues, la démocratie représentative doit aussi renforcer sa propre représentativité. Regardons cet hémicycle. Des forces politiques en sont quasi absentes ou y sont sous-représentées alors qu'elles pèsent des millions de voix. Où pouvons-nous débattre avec le Parti écologiste? Même si parfois nos analyses diffèrent, je voudrais que ce soit ici. Où pouvons-nous débattre avec le Rassemblement national, que je voudrais combattre, mais qui est plus souvent sur les plateaux de télé qu'ici, dans ce lieu central de la démocratie? Alors un président de groupe de la majorité ne devrait pas dire ça, car même quand on est proportionnaliste, on oublie vite si on devient majoritaire à l'Assemblée. Mais je le dis au nom de mon groupe, je le dis pour beaucoup d'autres ici qui pensent la même chose, et pour l'immense foule des électeurs qui ne vont plus voter, nous devons évidemment réfléchir à une évolution de nos modes de scrutin. Être démocrate, c'est aussi accepter que notre société n'est pas assez démocratique. Adoptons la proportionnelle, départementale ou bidépartementale, pour être toujours arrimé au terrain, avec prime majoritaire, pour que le pays soit gouvernable, mais incite néanmoins à la culture de majorité de projet. Donnons un coup de neuf et de conforme au courant de pensée du pays, à notre démocratie. C'est ainsi que nous la défendrons. Alors, j'ai entendu les préventions du président du groupe LR tout à l'heure sur le sujet. Alors je fais simplement observer à cette noble assemblée que les conseils municipaux, les conseils régionaux et que le Sénat sont principalement élus à la proportionnelle et que leurs chefs ne me semblent pas illégitimes, ni leurs assemblées ingouvernables. Monsieur le Premier ministre, vous sollicitez notre confiance. Les députés du groupe du Mouvement démocrate, mais je crois bien au-delà, dans cette majorité centrale, sont des femmes et des hommes qui ont choisi l'engagement parce qu'ils croyaient que le progrès économique et le progrès social n'étaient pas incompatibles, que promouvoir le premier sans le second est seulement une cupidité, et que réclamer le second sans le premier est une vanité. Cette majorité centrale croit, dans un même élan, que le progrès écologique est aussi compatible avec le progrès économique et social. Les seconds sans le premier serait une irresponsabilité. Les trois ensemble peuvent être pour notre pays mieux qu'une réussite, plus qu'un devoir, une nouvelle identité. Cette majorité centrale mesure aussi sa responsabilité vis-à-vis du pays. Elle peut parfois s'agiter, voire céder à la sissiparité, mais elle sait aussi se réunir quand l'intérêt général est en jeu. Elle sait aussi, et elle doit le faire plus encore, tendre la main. À bien des reprises, nous avons pu construire avec les groupes d'opposition des débats constructifs, trouver des voies d'accord, et je suis sûr que d'autres sont à venir. Sans renier ce que nous sommes et ce que nous pensons, nous pouvons travailler ensemble pour le pays. Notre République a besoin de débats politiques contradictoires et parfois vifs. Elle a aussi besoin de ce courant démocrate qui surmonte les divisions et rassemble au centre de la vie politique et au cœur du pays. Je suis sûr que demain, les familles de ce grand courant humaniste sauront, tout en restant elles-mêmes, se retrouver dans une grande famille des démocrates, d'un grand centre pour la France. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous sollicitez la confiance et nous vous l'accorderons, car je ne doute pas que vous travaillerez en confiance avec le Parlement, car il n'y a pas de démocratie forte ni de gouvernement fort sans un Parlement puissant. Nous voterons la confiance parce qu'ensemble, nous rendrons aux Français cette confiance sans laquelle rien n'est possible, pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes,
pour qu'ils aient confiance en leur avenir et confiance en leur pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.